Léon, merci d'être là avec nous aujourd'hui. Merci à toi de m'inviter. Même si je suis dans ma ville, ça fait toujours plaisir de parler tranquille. Justement, c'est un plaisir de te recevoir ici, chez toi. Ouais. C'était très important pour nous de tourner cette émission chez toi, ici. Yes. On va revenir rapidement sur ton actualité avant de commencer. Le 19 mai dernier, tu sortais ton 4e projet. Ouais, exactement. Eclipse. Ouais. Quels sont tes retours? Comment tu as vécu les retombées de l'album? Déjà, je suis content de l'avoir fait. Tu vois, genre, ça m'a pris énormément de temps. J'ai pris pratiquement 1 an pour le faire. Reprod, mix, master, des sons on n'aime pas, on recommence, etc. Je suis très content de le sortir dans le sens où je sens que c'est le maximum que j'aurais pu donner en tout cas pour ce projet-là. Je suis très content des retours. Aujourd'hui, le projet il a dépassé les millions de streams, donc on est très content. 2 feats, et j'aurais pas pu rêver mieux de ces feats-là, tu vois. Genre, on a un feat avec SO La Lune, avec qui je m'entends énormément, tu vois. Genre, on a passé le step de simplement la musique, tu vois. Humainement, on s'entend super bien. Et puis, il y a aussi mon frérot Terry, avec qui je fais du son depuis le début et qui me suit, avec qui on taffe ensemble depuis le début. Donc, c'est vraiment cool. Tu as parlé du son avec Terry. Ça me permet de rebondir parce que ce que j'ai apprécié sur l'album, c'est cette capacité à être bon sur plein de styles de musique différents. Ouais. Tu vois, tu prends un morceau comme Banks 2, c'est complètement différent qu'un morceau comme Minimum ou comme Griffith. Carrément. Et je trouve que tu nous as encore surpris quand, ici, en Normandie, l'été, il n'avait toujours pas commencé. Ouais. Et là, tu viens avec un son d'été. C'était là en août dernier. Tu sors Yéyé avec Isaac G. Yes. Et on t'avait encore jamais plus ou moins entendu sur un son d'été comme ça. Les retours, comment justement ton public a accepté ce genre de son? Ouais, faut savoir que déjà, ce son-là marrant parce que c'est Imran qui me sort une loupe de guitare comme ça. Et tu sais, on travaille tous dans le même studio, tu vois. C'est-à-dire que Isaac, des fois, il va travailler au studio. Moi, je travaille au studio. Tiff, il va travailler au studio. Younes aussi peut travailler au studio. Donc, on se croise, etc. Je lui montre la loupe à Isaac. Moi, j'avais déjà écrit un petit truc, etc. Mais c'était pas fou. Et Isaac, il arrive, il pose un truc incroyable, le refrain. Et là, directement, limite, il s'est approprié le son, tu captes ou pas? Ouais. Je suis très content de ce son-là, dans le sens où, déjà, ça faisait longtemps que je voulais faire un son avec Isaac. Tu vois, c'est un petit que je suis depuis pas mal de temps. Il est d'ici. C'est un des seuls artistes avec qui j'avais pas encore fait de connexion. Et franchement, le son, il est terrible. Il fait ses streams, on est très content. Les retours, ils sont bons. Donc, je pense que c'est pas le dernier, loin de là. Et donc là, on vient de parler de ton album, ton dernier album. Enfin, ton. Projet, ton dernier son avec Isaac, mais le plus important, c'est aussi de parler le début, qui est réellement Léon et d'où c'est parti. Ouais. On en avait parlé un petit peu avant, tu as commencé le son tard. Ouais. Pour toi, comment ça commence et pourquoi surtout? Moi, j'ai commencé à écrire au lycée. Au lycée, on était dans le même lycée avec Younes. J'avais d'autres potes, même Riles, qui étaient aussi dans mon lycée. On kickait comme ça pour délirer, mais rien de sérieux, tu vois. Il n'y avait pas d'infrastructure à l'époque. Tu vois, là, maintenant, aujourd'hui, je vois les jeunes, dès 16 ans, ils peuvent rapper, tu vois, ils peuvent s'enregistrer dans des studios corrects, tu vois. Ouais. Même, on va dire que même, il y a aussi une culture de l'home studio. Il y a beaucoup de jeunes qui ont des home studios, même des beatmakers, je veux dire la vérité, il y a des beatmakers, ils ont 13 ans et ils sont trop forts, tu vois. Et à l'époque, c'était différent, c'est-à-dire qu'il y avait 0 studio, même pas un gars pour pouvoir nous enregistrer, donc... la première fois où j'ai pu enregistrer, c'est Riles qui m'a enregistré en fait dans sa chambre. Et c'était mon premier son, c'était Crame au quartier. Donc voilà, je suis allé le matin parce que lui souvent il travaillait l'après-midi, le soir. Donc je suis allé à 9 h du matin, je dis ouais s'il te plaît enregistre-moi, là j'ai un texte de ouf et tout. Et il m'a montré l'autotune, tu vois, il m'a vraiment appris énormément de choses en tout cas par rapport à ma voix, mon grain de voix, mes forces, mes faiblesses, etc. Et donc pendant une bonne période, j'ai sorti Crame au quartier, j'ai sorti aussi ensuite Lossa et d'autres sons où c'était toujours Riles qui m'a enregistré. Okay. Et par la suite, voilà, je me suis permis d'aller à Paris, enregistrer dans d'autres studios, tu vois. Okay. Mais en tout cas, mes débuts, je les ai faits avec Riles et franchement, c'était cool. Hein. Le levier, quand tu te dis je vais commencer le rap, il vient comment? C'est un grand qui t'influence? Comment l'influence elle vient en fait? Je veux dire la vérité, j'écoute à l'époque c'était Booba, il sort l'album Futur et je kiffe de ouf, je kiffe de malade. Après ça, je sais pas pourquoi, je rentre, je reviens, je crois que je vois Younes et je lui dis là c'est bon, je vais kicker. Là j'ai envie vraiment de, pas en mode sérieux mais j'ai envie d'enregistrer des trucs, tu vois, parce que
cet album-là, c'était un peu l'ère prime de la trappe, tu vois, il arrive avec la trappe. Et tu vois, j'avais envie de dire pas mal de choses. Après, moi, je suis arrivé de façon différente avec la mélodie, autotune posée et tout ça. En tout cas, ça a été un de mes plus grands déclics. Après, il y en a eu plein, tu vois. Il y en a eu plein. Il y a aussi pas mal d'anciens que je voyais rapper, etc., tu vois. Mais ouais, ça a été mon plus grand déclic, quoi. Dans tes sons, tu parles beaucoup de ce que tu vis, de ce que tu as vécu quand tu étais jeune. Je trouve ça super intéressant. Tu dénonces pas mal de choses. Tu dénonces aussi la vie ici dans les quartiers. Bien sûr. Tu parles du racisme, tu parles aussi de la mélancolie par rapport aux femmes, tu parles de plein de choses. Justement, parle-nous un petit peu de ton enfance qui a forcément eu un rôle aujourd'hui sur l'artiste que tu es devenu. Bien sûr, bien sûr. Un truc qui est important, c'est, en tout cas, je peux conseiller à tous les artistes d'être vrais, tu vois. Genre, parfois, c'est difficile de s'ouvrir. Et même des fois, tu vas t'ouvrir, tu vas te dire, ouais, mais personne va comprendre ça, tu vois. Mais t'en sais rien, gros. Il y a tellement de gens dans le monde qui vivent la même chose, tu vois. Et donc mon enfance, en vrai, elle était basique. J'ai grandi ici. Je suis arrivé à 2 ans. Ici, avant, j'étais à Mont-Saint-Aignan, la ville juste à côté. Et je suis arrivé à 2 ans. Un grand fan d'astronomie. D'astronomie et de football. Ça a été toute ma jeunesse. Moi, mon père, il m'entraînait, tu vois. Genre, enfin, il aimait le football. Il aimait le football. Du coup, je jouais énormément avec mon père au foot. Donc, ça m'a permis d'avoir un bon niveau. En tout cas dans mon quartier, même dans la zone en général, donc toujours avec un ballon. Et ce que je pouvais apprécier, tu vois, à l'époque, ce que je vois, moi, j'ai l'impression, c'est que les plus grands que moi, ils nous protégeaient. C'est-à-dire que tout ce qui est trafic, violence, etc., je l'ai vu tard. Je l'ai pas vu à 8 ans. Et pourtant, j'étais tout le temps dehors, tu vois. Nous, les grands, ils nous appelaient pour les foot en salle. C'est tout. Mais jamais tu vas voir un grand trafiquer devant toi, devant tes yeux, etc. Ils cherchaient toujours à nous protéger. Donc, en vrai, toute la haine, la violence et tout, je l'ai vu très tard. En tout cas, ma jeunesse, incroyable. Incroyable. C'est aussi pour ça que la plupart de mes clips, je les fais ici, dans toutes les zones de Maromme, parce que c'est toutes les zones que j'ai pu voir, même des endroits où j'ai pu traîner énormément, tu vois. Et je suis amoureux de cette ville. Bah justement, on va revenir, c'était justement le point que je voulais aborder parce que tu dis dans beaucoup de sons, tu dis je viens de Maromme de NDB, j'aime trop ma ville pour la quitter. Mental de Maromme de NDB, dans tous tes sons, pratiquement dans la plupart du temps, même dans un de tes morceaux, tu le dis, je te le répète, je viens de Maromme. Non, c'est une mentalité, c'est... tu sais, on est une petite ville, tu vois, genre en gros, il y a Maromme ici, et juste à côté, c'est NDB, Notre-Dame de Bonneville, donc on a traîné tous ensemble, tu vois, mais... On n'était pas à 1000, hein. On était peut-être une équipe de 40, 50 à l'époque en tout cas. Et après, au fur et à mesure du temps, bah voilà, il y en a qui déménagent, il y a les problèmes de chacun, etc. Et donc, on avait une petite équipe solide, mais on était tellement solidaires entre nous, tu vois, que ça soit les grands qui nous aidaient quand on avait des problèmes, les petits. J'ai jamais manqué de rien, tu vois. Si j'avais un problème, je savais que je pouvais compter sur les gens de ma ville. C'est tout cet amour-là que je redonne dans mes sons, tout simplement. Tu as parlé de tes amis. Tu nommes certains de tes amis et toi comme les Schwarks. Ça, c'est un mot sur lequel je voulais revenir. Tu parles aussi de la devise des Schwarks dans le morceau Minimum. Pour toi, c'est quoi un Schwarks et ça vient d'où le mot Schwarks? Schwarks, en gros, c'est un rappeur du 9-4. Là, je te dis la vérité, j'ai oublié son nom. Quand j'étais petit, il avait fait un son Mes Schwarks, tu vois. Et les grands de chez moi, ils étaient matrixés par ce son-là. C'est-à-dire qu'ils disaient « mais Schwarks ». Et donc du coup, ce terme-là, il est resté d'année en année. Et en fait, Schwarks, ça veut dire t'es un vrai. T'es un Schwarks, t'es un vrai, t'es un bonhomme. Par exemple, quelqu'un, il va t'aider dans une situation difficile, on va dire c'est un Schwarks. Tu vois, tu l'utilises dans plusieurs situations, mais en vrai, t'es un vrai, tout simplement. Et mes Schwarks, c'est vraiment des vrais. Tu vois, genre, comme je t'ai dit, j'ai un problème, ils sont toujours là. Ils m'ont soutenu dans mes hauts, mais aussi dans mes bas. Et c'est important parce que tu peux pas t'en sortir tout seul. Tout seul, genre j'en connais aucun. On va dire ouais, je suis arrivé là, au sommet, tout seul. C'est pas possible. Il ment. Il a toujours eu un soutien. Et des fois, c'est même pas financier. Hein. Des fois, c'est juste moral. Tu vois, c'est juste important. Tu vois, des gars, ils vont dire, t'inquiète frérot, nous on croit.
Et ça, c'est important pour moi. Parce qu'aujourd'hui, ton équipe, même, tu l'as dit, c'est les gars avec qui tu as grandi. C'est que mes amis d'enfance. Vous avez appris, vous avez grandi ensemble. On a grandi ensemble, on a connu des galères. Je ne changerai pas d'équipe, tu vois. Genre, ils me connaissent mieux que personne, en fait. Ouais. Tu sais, moi, j'ai mon tempérament, j'ai ma façon d'être, et qui peut être difficile à comprendre pour des inconnus, tu vois. Mais eux, ils me comprennent. Et je les comprends aussi, tu vois. Je veux pas les lâcher, ils vont pas me lâcher, en tout cas, j'espère, tu vois. Ta carrière à l'avance, on a parlé de ton début de ta carrière, comment elle a évolué, comment tu as commencé le rap. Le premier point fort, il arrive en 2019, quand tu sors le morceau Plein les poches. Après, donc, il prend une envergure différente après la sortie du morceau Médicament. Comment tu rebondis face à ça? Comment ça t'a permis, toi, de passer un cap dans ta carrière? Ça a été un cap dans le sens où, avant 2019, je pense que je prenais le rap, même si j'étais sérieux, j'ai toujours été sérieux dans ce que j'entreprenais et tout, mais j'ai passé un cap où je me suis dit, il y a un truc à faire. Tu vois, genre, ça m'a donné de la confiance. Je me suis dit, si Niska et Booba ils reprennent ton son, c'est que vraiment t'es chaud. C'est pas, là, on parle pas d'un petit de Sergi qui a repris ton son. C'est quand même deux grosses pointures. Et donc, directement après ça, là, j'ai capté, tu vois. Genre, on a commencé à consolider une vraie équipe. C'est-à-dire que maintenant, je savais avec quel beatmaker je voulais taffer, avec quel ingé son je voulais taffer. Et l'objectif, c'était d'accumuler le plus de sons possible. Parce qu'en fait, le problème qui s'est passé après Médicament, c'est que j'étais pas prêt, gros. J'étais pas prêt, c'est-à-dire que quand le son il sort, j'ai pas de son après. Tu vois, parce que moi, en vrai, sais pas comment rebondir. Je sais pas comment rebondir. Donc, je me suis dit quoi? C'est pas grave. J'ai sorti un son comme ça, en speedy. Mais après, je me suis dit quoi? Je me pose un moment. Je trouve mon univers. Même si ça prend 6 mois, 1 an, c'est pas grave. Mais au moins, les prochaines fois où un pic va se passer, je serai prêt. Et donc, on s'est posé avec mon gars Terrence. On a fait beaucoup d'allers-retours. Parce qu'à cette époque-là, on n'avait pas encore nos locaux. On n'avait pas encore nos locaux carrés en tout cas. Et donc du coup, on enregistrait chez un ami, Alex Grox, qui habitait dans le 92. Et on faisait les matins, 8 h, réveil, on allait à Paris. Le soir, on finissait notre session, on rentrait. Et on faisait ça, franchement, j'ai l'impression que c'était tous les jours, voire tous les 2 jours. Et donc est arrivé Pourquoi nous? Donc c'est-à-dire que voilà, on a sorti en amont des petits freestyles où on montrait un peu l'univers petit à petit. Et après j'ai sorti Banks, qui est un de mes meilleurs clips. Moi, il y a un truc qui m'intéresse beaucoup chez toi, c'est cette dalle. Même là, t'en parles, on faisait des allers-retours sur Paris pour aller enregistrer, etc. On le voit partout, tu es déterminé. Moi, la question qui me vient, c'est quand on est un jeune comme ça, qu'on n'a personne au-dessus de nous pour nous apprendre à faire de la musique, comment on s'accroche à ce rêve? Moi, je sais que ça a été dur, parce que comme tu l'as dit, j'avais pas d'exemple au début. Il n'y a pas d'artiste, même je veux même te dire de Rouen, même dans la globalité, qui était un exemple, tu vois. On écoutait à l'époque Doku, mais c'était tout, tu vois. Et donc du coup, pas simple en fait de se faire une place, parce que tu vois, quand je commence, la province, on est négligé. C'est-à-dire que soit tu viens de Paris, t'exploses. Si tu viens pas de Paris, on ne te calcule pas. Donc à ce moment-là, tu te dis, est-ce que c'est possible en fait? Peut-être qu'à un moment, tu te poses des questions. Est-ce que je devrais dire que j'habite à Paris? Tu vois, tu deviens fou, gros. Carrément. Tu deviens fou. Et un des grands exemples, moi en tout cas pour moi, ça a été Riles. C'est un mec qui a eu la dalle de ouf. Et tu vois, moi je parle de dalle, tu vois, j'ai une certaine dalle. Mais ce mec-là, sa dalle, c'est du jamais vu, gros. C'est un mec, j'ai l'impression qu'il dormait pas. La chance qu'il a eu aussi, c'est que nous, on croyait en lui, tu vois. On croyait en lui, mais on s'est dit quand même que c'est fou, tu vois, genre, parce qu'il avait des ambitions qui étaient surdimensionnées, tu vois. On se disait, wesh, s'il parlait d'aller au State, etc. et tout. Mais aujourd'hui, on comprend. Aujourd'hui, on comprend. Aujourd'hui, on comprend. Mais à l'époque, gros, tu viens de Rouen, même pas, tu viens pas de Rouen, tu viens de Marom. Un bout qui te dit, ouais, moi, je vais aller au State, je veux tout baiser, etc. Ouais. Des fois, tu te dis, il est un peu fou, tu vois, calme. Et en fait, au fur et à mesure du temps, bah, gros, il a tout explosé, tu vois. Et on l'a vu, en fait, sa progression petit à petit. Tu vois, genre, c'est pas comme si je suis arrivé dans la boucle et il était au sommet. Non, loin de là, tu vois, genre, étape par étape, mais de charbon en charbon, tu vois. Et ça a été un grand exemple. En fait, on s'est dit, c'est possible, tout simplement.
Et oui, tu as trouvé ton modèle en relais aussi. Exactement, dans cette dalle-là. Ouais, en fait, on peut le faire, tu vois. Et donc, en vrai, nous, on a fait pareil, tu vois, avec notre stratégie à nous, notre façon d'être, etc. Et bah, ça a toujours porté ses fruits. En tout cas, on est très content de ce qu'on a accompli depuis le début, tu vois. Relais, il te permet aussi de faire ton premier zénith, entre guillemets. Ouais. Parce que tu fais sa première partie. Première partie. Tu l'as vécu comment, ça devait Première être fou. partie, j'en ai fait deux. J'ai fait première partie à Rouen, donc à domicile, et première partie à Paris. Incroyable, tu vois. Genre, nous, avant ça, je crois, j'avais joué au 106, mais la petite salle qui était de 400 personnes, ce qui était déjà incroyable. C'est pas négligé, loin de là, tu vois. Mais passe de 400 personnes à un zénith, je crois, ça doit être 8000, 9000, j'en sais rien, mais c'est énorme. Plein en plus à cette époque-là, tu vois. Ah, j'avais les chocottes. J'avais les chocottes, mais ça s'est super bien passé. Ma mère, elle est venue. Important pour moi, tu vois, de lui montrer aussi, tu vois, que voilà, on avance petit à petit, tu vois. Même si ce qui est incroyable, c'est que ma mère croit en moi de ouf. Tu vois, genre, elle me soutient dans mes projets. Mon père aussi, aujourd'hui, il me soutient dans mes projets, ce qui n'a pas été simple au début. C'était important pour eux de venir. En tout cas, moi, c'était important pour moi de les voir. En tout cas, ma mère, elle est venue à Rouen et mon père, il est venu à Paris. Et franchement, incroyable. C'était des moments inoubliables, tu vois, où il y a plein de flashs, où ça crie. C'est quelque chose. Hein. Il y a cette vidéo où tu chantes le Pourquoi nous, avec tous les flashs dans le Zénith. Elle est magnifique, cette vidéo. Incroyable, parce qu'en plus, Pourquoi nous, il n'était pas encore sorti. Tu vois, donc en gros, on savait qu'on avait une patate. Moi, je le savais, mes gars, ils le savaient au fond d'eux. On savait qu'on avait une patate, mais on s'est dit, venons le test. On le teste quand même pour voir, etc. Quoi de mieux que de le tester au Zénith. Que le Zénith, en vrai, tu vois, genre là, tu as 7-8 000 personnes, ils écoutent. Bon, t'en sais rien. Peut-être même si tu arrives à fidéliser 150 personnes, c'est incroyable. C'est déjà ça. Tu vois. Là, tu as parlé de fidéliser tes auditeurs. Ouais. Et tu as fait une stratégie de fou en 2022. On est obligé d'en parler. C'est l'Antitour. Ouais, l'Antitour. Quelle idée. Moi, je veux juste savoir comment c'est venu. Juste pour expliquer un petit peu, l'Antitour, c'est en gros, tu te déplaces dans des scènes de spectacle sur le parking des Zéniths, par exemple, et tu donnes un petit peu une troisième partie au concert. Exactement. Tu joues tes musiques, etc. Exactement. Et tu essaies de choper les gens qui sortent du Zénith. Cette idée, elle vient comment? En fait, elle vient d'une conversation avec mon gars Terence. On avait à peu près le projet quasiment fini, on va dire quasiment, parce qu'il nous manquait quelques sons encore. Mais voilà, on a le squelette, tu vois. Mais on savait pas trop comment, je sais pas, il fallait innover, tu vois. Genre, toujours, aujourd'hui, il y a énormément de musique, tu captes. Donc voilà, juste sortir une vidéo Instagram avec un teaser, salut les amis, je sors mon projet dans une semaine. Ouais, on l'a vu, tu captes ou pas? Et Terence, il me parle d'un gars qui a fait ce concept-là, mais un peu différemment aux États-Unis. Il m'explique un peu le concept. Je lui dis, écoute mec, moi je m'en bats les couilles. Là, je savais qu'il y avait DC's qui faisait son concert au 106 dans 2 jours. On n'avait rien gros. Je lui dis, écoute, dans 2 jours, on le fait. On le teste. Moi je m'en bats les couilles, qui tente rien n'a rien. On le teste et on voit. Donc du coup, on va à un magasin de location d'enceintes, etc. On récupère un peu tout le matériel. Mais la première fois, c'était dur. Enfin, tu vois, on n'avait pas encore tout en stock et tout. On arrive sur place. On n'est pas très bien placé. On rappe. Tu vois, genre... non, déjà, non, je rappe pas direct. Ça, c'était pas encore... J'avais pas encore les glitches, tu captes. Donc du coup, on les appelle, on dit, ouais, tout, c'est une 3e partie, machin et tout. Il y a peut-être, tu vois, c'est une salle de 1000 personnes, tu vois, donc à la fin, qui viennent devant nous, il y a peut-être 70 personnes. Pour nous, c'était incroyable. Ouais, c'était déjà ça. En fait, on avait capté, parce qu'en vrai, 70 personnes, vu le nombre d'erreurs qu'on avait faites ce jour-là, c'était énorme. C'était énorme. J'avais 2 gars à moi, c'était des ambianceurs. C'est-à-dire qu'ils étaient là, sur place, et eux, c'est comme si on ne se connaissait pas, mais eux, juste, ils se beulaient. Ils se mettaient au premier rang. Ils se mettaient au premier rang, tac, tac. Ouais. Mais en fait, ça marche. Ça marche de ouf parce que les gens ils ont peur. Ils se disent, mais c'est qui ce type, machin, etc. Mais quand ils voient des gens s'ambiancer, ils se disent, ok, c'est chill. Tu vois. Et donc, avec toutes ces techniques-là, on a enchaîné, on est parti au Havre. Et après, on a fait le Zénith de Rouen, Damso. Et là, ça a explosé. Là, on a capté, parce que la veille, on avait floppé de ouf au Havre.
C'était dur, on n'était pas prêt à temps. Et donc du coup, Rouen, c'était un peu le... Bon, là, c'est le dernier. Si on explose, tant mieux, on continue. Mais si on flop encore une fois, on arrête. Je suis fatigué, moi, tu vois, parce que même mentalement, physiquement, c'était dur quand même. Et donc du coup, on fait ça à Rouen. Et j'appelle tous mes potes. Et là, tu vois, genre, comme je t'ai dit, des amis fidèles, tu captes. Je les ai appelés, je leur ai dit, écoutez les gars, là on est à Rouen, on est à domicile. Bon, quand on allait au Havre, je peux comprendre, etc. Mais là, je veux tout le monde. Tout le monde est venu. On avait des petits colliers où c'était écrit anti-tour, Léon, avec mon Instagram. Je leur dis, écoutez, là on en a peut-être 200, on distribue tout. Tac, tac, tac. On fait une logistique incroyable. Il y a mon pote Younes qui filme. Incroyable. Et il fait une petite vidéo TikTok qui explose. Et donc là, bah, après chaque anti-tournée, bah, on était rodés, tu vois. Donc on en a fait 7 à peu près. La dernière, c'était à Rennes. Okay. On est parti, c'était Jossman. Pareil, on a explosé le truc et tout. Et franchement, c'était stylé. Mais en tout cas, c'est une expérience incroyable. Et comme je te disais, j'ai aussi, à cette période-là, capté aussi qui croyait vraiment en moi. Tu vois, parce que c'est un projet, tu sais, quand il commence, la première date, ou même les 2 premières dates, tu vois, ça craint, gros. Tu vois, genre, tu te dis, un Boog, il va arriver devant les salles de concert, rapper devant des gens qui ne sont pas là pour lui. En plus, dehors. Enfin, et en plus de ça, nous, quand on le commence, c'est l'hiver. Tu captes? Ouais. Donc, il caille. Donc, les gens, ils sont pas... Ils restent pas dehors. Exactement. Et moi, j'ai quelques amis qui m'ont suivi à toutes les dates. Et eux, j'oublierai jamais, tu vois. Parce que, gros, ils caillaient. Il faisait froid. Il y a un moment, il y a une date, le PC s'est pas allumé. Il faisait trop froid. Comment t'as fait? On n'a pas rappé. On n'a pas rappé, mec. Ils sont arrivés, les gens ils étaient là, waouh, j'ai vu ton concept et tout ça, machin, on t'attend. On est arrivé, le PC s'est pas allumé, gros. Il faisait trop froid. Pas rappé. Pas rappé. On a dit désolé. Et on s'est barré. Et je te dis, la route, elle était terrible, le retour. Elle était longue. Ah, elle était longue. En plus, on est parti à Caen. Tu vois, on était là, on roulait. Moi, en plus, je roulais, tu vois. Ça veut dire que. Personne ne parlait. Pas un bruit. Pas un bruit. Voilà. Mais ça arrive. Tu vois, c'est des expériences. Exactement. Et je suis aujourd'hui très fier de t'en parler, tu vois. Genre, je suis très content, j'en ai rien à foutre. Alors que le jour J, je t'en parle pas. Ouais, pareil. Je t'en parle pas du tout. Mais aujourd'hui, c'est ce qui fait ta force aussi, peut-être. Exactement, tu vois. Exactement. Et ça a permis, tu vois, après, les dates d'après, gros, tu me charges ton PC, tu vérifies qu'il marche bien. Ouais. T'es rodé après. T'es rodé. Il y a quand même Brut qui vient faire une vidéo avec toi. Ouais, tu vas aux îles de Lille. Ouais, à Lille. Incroyable. Tu fais plus d'1 million de vues sur Instagram. C'est partagé par Damso. Par Damso, par Cobaladé. Et franchement, stylé. C'est réussi à ce moment-là. Ouais, c'est réussi. Là, c'est le pic. C'est le pic. Tu vois, on savait que le concept, il était stylé. Franchement, vraiment, je te dis la vérité. On savait qu'il était stylé. Mais t'attendais la confirmation. Voilà. Mais là, le fait, tu vois, genre, Damso, c'est un artiste qu'on suit tous, tu vois. Et le fait qu'il valide ce concept-là, c'est qu'on était dans le bon. Comme j'avais dit dans l'intro, tu es capable d'être sur plein de terrains différents en termes de musique. Aujourd'hui, comment tu qualifierais ton style de musique, ton univers musical, c'est quoi? Tu sais, moi, j'en parle souvent avec mes gars et tout. Je me considère comme un artiste hybride. Dans ma façon de poser, je suis très classique, même si voilà, je raconte mon histoire à moi, etc., avec mes flows à moi. Mais je me trouve plutôt classique, tu vois, genre je ne fais pas de voix bizarre, je n'ai pas des flows extravagants comme certains dans l'underground, etc., que je kiffe de ouf, loin de là. Néanmoins, j'ai appris à travailler sur des très belles prods, tu vois, qui sont, elles, beaucoup plus niche, beaucoup plus underground. D'où le fait que je dis que je suis un artiste hybride, parce que ma façon de poser, elle est plutôt classique, mais c'est sur des prods underground, tu vois. Mais dans ma façon de poser, je veux toujours faire en sorte d'englober un maximum de personnes, tu vois. Et aussi, c'est aussi par rapport à mon histoire, tu vois. Moi, je trouve que dans ce que je raconte, je te parle de ma vie dans le quartier, mais je te parle de ma vie dans le quartier de façon différente des autres. En tout cas, bien qu'on ait vécu à peu près tous les mêmes vies, tu vois, mais dans comment je te la raconte, des fois, j'y rajoute un peu d'humour, un peu de sincérité. Tu vois, moi, je suis quelqu'un aussi qui a appris à s'ouvrir en amour, tu vois. Gros, tu vis dans un quartier, c'est jamais simple de s'ouvrir
sur des choses comme ça, sur des thèmes pareils, tu vois. Et même la première fois où je l'ai fait, je n'ai pas fait écouter le son directement, tu vois. Genre, mais aujourd'hui, j'ai appris à m'ouvrir et à être le plus sincère possible. Et c'est le plus important pour moi. Bon, on va au studio? On va au studio. C'est parti. Basket Cortez, Hudson Hornet, film de Scorsese toute la soirée. Oui, ça promet, j'ai mes gravons dans l'escalier. Clim installé, c'est moi cette année, mange dans le scali. Bon, là, on va en direction du studio. Donc, je pense que c'est le moment de parler un petit peu de musique. Ouais, bien sûr. On a parlé, on n'arrête pas de le dire, tu es bon sur tous les milieux musicaux. Mais en fait, toi, qu'est-ce que tu écoutes au quotidien? C'est quoi ta source d'inspiration, ton feed de rêve, on va dire? En ce moment, j'écoute beaucoup d'artistes américains. Hein, je suis porté plus ricain que français, même si après, voilà, en France et tout, tu sais, j'ai écouté énormément Booba, j'ai écouté Nino, j'ai écouté Niska, j'écoute aussi la nouvelle génération de rappeurs, etc. Tout ce qui est Khali et tout ce qui s'ensuit, etc. Parce que en vrai de vrai, c'est le rap français. Ce qui est bien, c'est que il ne cesse d'évoluer, tu vois. Ouais. Genre, on a eu une période de la trap, on a eu une période de la drill. Et puis maintenant c'est plus le délire underground. Là j'entends aussi parler de la rage. Gros, ça évolue et c'est ça qui est stylé en vrai de vrai. J'écoute quand même plus de son ricain. Moi il y a deux artistes vraiment que j'écoute énormément. C'est Gunna et Roddy Ricch. C'est des artistes qui m'ont quand même eu de ouf dans une période quand j'étais en création, tu vois. Okay. Genre, par exemple, le son Los Angeles, je me rappelle, j'écoutais de ouf Roddy Ricch, un de ses premiers albums vraiment qui avait explosé et tout. Et après ça, vas-y, je me suis dit, vas-y, on va faire un peu le délire drip, un peu ricain et tout ça. Et franchement, pendant une longue période, j'ai eu ce côté un peu drip que peuvent avoir Gunna, Roddy Ricch, même Thug, même un peu Lil Baby sur les bords et tout, tu vois. Et vraiment, moi, je suis pas dans ce délire en ce moment qui est de catégoriser le rap. Okay. Moi, c'est un truc qui me frustre énormément. Pour moi, il y a du bon partout, tu vois. Ouais, genre, le rap underground, c'est du rap de Yankee. Le rap de mainstream, c'est du rap de quartier. Gros, ça reste du rap. Et je pense qu'il y a du bon partout, tu vois. Ça m'intéresse. Ton feed de rêve. Aujourd'hui, on va dire ton feed de rêve, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est même un feed, on va dire, aujourd'hui, à ton échelle, qui pourrait même être réalisable. T'es pas obligé de lâcher un scoop. Hein. Ah ouais, non. Un feat de rêve. Parce que peut-être qu'il y a un bon feat qui a été enregistré, on ne le sait pas. Franchement, certainement, oui. Mais un feat de rêve, j'en ai. En tout cas, là, actuellement, j'en ai pas vraiment. Après, je pense qu'il y a des feats un peu qui sont en mode concrétisation. Par exemple, faire un feat avec Booba, ça serait un truc incroyable pour moi, dans le sens où, tu vois, Booba, il m'a bercé toute ma jeunesse. Tu vois, c'est un gars. J'ai commencé à écouter du rap, il était là. Je finis encore d'écouter du rap, il est toujours là. Il est toujours là. La nuit me questionne de changer la vie. Changer la vie, partir de la rue, sur ici. Les singes en ont peur, porte du bête comme les portes de l'enfer. Tu parles beaucoup de ta ville. Ton énergie, elle vient de ta ville. Tu veux embellir ta ville. C'est important aussi pour toi, ces valeurs-là. Ouais. Tu vois, c'est aussi un moyen pour toi de t'apporter du plus dans ta musique. Et justement, là, on arrive dans un lieu qui est important en termes de clip, parce qu'on est sur les lieux de Banks, le clip Banks. Alors déjà, quand il sort, il fait un petit peu de bruit parce qu'il est dans un registre totalement différent de ce que tu peux faire d'habitude. De ouf. Et en plus, tu as ramené sur cette ligne droite-là, donc on va commencer, un cheval. Tu as ramené un cheval dans le quartier. Moi, je veux juste des anecdotes. Comment ça s'est passé? Comment tu t'es dit, je vais ramener un cheval dans le quartier? En fait, pareil, toujours conversation avec Terence. On se dit quoi? On se dit ouais, on sort un truc de l'ordinaire. On papote et ça, je dis, gros, je veux un cheval. Je veux un cheval, moi. Ouais. Après, on me regarde, on me dit, tu veux un cheval? Je dis, ouais, je veux un cheval. Pendant peut-être 2-3 jours, on n'a pas de cheval. Ça a dû te prendre pour un fou à ce moment-là. Ça m'a pris pour un taré. Parce que même moi, quand je le dis, tu crois pas? J'y crois pas. J'y crois pas. Parce que, en fait, c'est beaucoup de. Ça a été quand même une logistique, tu vois. Il faut l'autorisation de la ville, faut trouver le cheval, faut le ramener ici. Et même, tu vois, on connaissait pas les prix. Ouais. Tu vois, moi je sais pas, je sais c'est quoi le prix d'une location de voiture, mais je sais pas c'est quoi le prix d'un cheval. Moi, déjà, est-ce que même, je suis déjà monté sur un cheval, déjà. Tu montes pas dessus d'ailleurs dans le clip? Si, je monte, c'est Terry qui est au sol.
Ah moi, si, exact. Ah oui, moi je monte. Et donc du coup, on avait un pote qui avait un grand de chez moi. Il nous dit, tu vois, c'est un peu l'ancien qui nous dit, ouais, t'inquiète, j'ai des chevaux. Ouais. Difficile à croire au début. Voilà, il me dit, ouais, t'inquiète, j'ai des chevaux. Donc bon, j'étais un peu plus jeune, je l'ai cru, pas de cheval. Le lendemain, la veille, il me dit, j'ai pas de cheval. Je dis, oh non. En plus, le clip était déjà prévu. Il était déjà prévu, il y avait l'équipe de tournage, etc. Et je dis, et là, dans ma tête, je me dis, putain, j'ai dit à tout le monde, j'allais avoir un cheval. Non, il me faut un cheval. Tu vas passer pour un fou. Je passe pour un fou. Et on appelle que des gens avec mon pote, etc. On appelle. Et je crois qu'il y avait un endroit, peut-être à 20 km d'ici, un boug, qui lui pouvait, c'était un peu son taf de ramener des chevaux à certains endroits, certains événements, etc. Et tout. On lui explique le projet. Il dit, ouais, vous avez l'autorisation de la ville. Ouais, on a l'autorisation de la ville, ce qui était le cas, hein, parce que la ville, le maire, il a bloqué la ville. Il a bloqué en tout cas le quartier, etc. Pour le tournage. Pour le tournage, tu captes ou pas. Donc c'était archi stylé. Le cheval, il arrive. Et là, le gars, il me dit quoi? Il me dit, t'es déjà monté à cheval? Et moi, je voulais absolument monter sur le cheval. Absolument monter. Oui. J'ai dit oui. Mais j'étais jamais monté sur le cheval. Jamais. Ça veut dire que je monte. Tac. Il me dit bon. Et quand je suis monté, il m'a dit ouais, t'es jamais monté. Il a remarqué direct. Il a remarqué direct, gros. Il a remarqué direct. Ça veut dire, j'ai dit ouais, non, j'avoue et tout. Il m'a un peu montré et tout. Et franchement, le clip, c'est, je te dis encore à l'heure actuelle, c'est peut-être mon meilleur clip. Chaque jour que Dieu fait, faut manger la vie. Je me sens prêt à faire face à la pluie. Une nouvelle avance, j'irai changer de caisse. Faire de l'argent, on en connaît le prix. Demain c'est loin quand tu n'as rien à faire. Je suis passé du foot à la vente dans la ville. Mes soucis ne seront plus jamais les mêmes. Dorénavant je regarde s'il y a les flics. Dans le bloc avec Carl et Oufek. Une balle perdue peut trouver ce mec. 8 ans ferme annoncé par la proc. J'ai cru que la chance avait maudit mes frères. La vie est belle mais l'amitié est solide. Je viens de l'en haut, les anges n'ont pas souri. Les étoiles brillent pas assez dans le ciel. Pour remonter là, c'était le produit. Toute la nuit, je suis Là, je te présente, c'est nos locaux. On est toujours en Maroc en vrai. Franchement, c'est stylé. On a mis ça en place en 2020 à peu près. 2020. Et après, au fur et à mesure du temps, tu as vu, on a su progresser. C'est-à-dire qu'au début, c'était juste des bureaux. Après, on l'a aménagé pour qu'on puisse se poser, etc. Et après, au fur et à mesure du temps, on a mis le studio, tout ça, tranquillement. Donc, franchement, c'est cool. Là, c'est un peu. Là, je un peu bureau de terrain. Là, ici, il y a des gens qui sont en train de travailler. Mathieu, Krakitos, qui nous a énormément aidé pour l'anti-tournée et pour tout ça. Et puis là, il est en train de bosser avec mon gars Terrence. Et puis là, en vrai, il y a mes gars qui sont posés. En ce moment, là, il y a Tiff qui est en mode séminaire. Donc, ils sont en train de bosser tranquillement. Et puis, voilà, ils sont en train d'enchaîner à partir de la semaine prochaine, etc. Ouais, ils sont joués avec ce maillot-là. Aza, Azengueta. Je sais pas, au courant. Très grande oreille musicale, attention. Quelle présentation? Don Carlito, Mon négro. mon ami d'enfance, mon beatmaker sûr, Don Carlito prod, grosse track, pourquoi nous par exemple. Voilà, on travaille ensemble depuis le début. Je l'ai vu quand il a acheté son premier PC. Hein, j'étais là pour le guider. On a changé depuis. Mais là maintenant c'est bon, il a un step, etc. Donc, normalement il y a mon fils là-bas, mais il est un peu dissipé. Etc. Mais tranquillement. Adam, l'homme de l'ombre, chargé de projet, Krakitos, grand manager, concentré, la tête pensante, Zarma, la tête pensante, on essaye un petit peu. Le cerveau. Et là, Salam alaikum. le Big Youn, ami d'enfance. Faut savoir que au lycée, il arrive, on s'est vraiment connus au lycée. Ouais. Non, avant je te connaissais déjà. Mais de Yohan, moi j'avais mon cousin, c'était un de ses meilleurs amis. Je l'aimais pas trop. Il venait jouer au foot chez nous. Ouais, je l'aimais pas trop, il faisait un peu trop la star. Ouais, c'est moi le boss, etc. Mais donc après on s'est vraiment rencontrés vraiment au lycée. Ouais. Genre le Sancho maintenant, car on a fait tous les cours ensemble. Tu sais que hier je parlais d'ailleurs de ça aux gars, parce que je sais pas, à un moment dans la conversation ça a commencé à parler de allemand, machin, etc.
Et je me suis souvenu de notre premier son avec Lionel. Comme si c'était allemand. Genre, j'avais une punchline, voilà, mais le son il déchire. On avait 15-16 ans. Je l'ai dans mon ordinateur. Tu l'as toi aussi? Moi aussi, je l'ai, quand je le réécoute, ça me fait rire parce qu'on voit bien nos trajectoires à tous les deux déjà à ce moment-là. Et genre, ça faisait un couplet Younes, un couplet Lionel, il n'y avait pas de refrain, rien. Et la punchline entre les deux, juste avant que c'était sans mes grands-parents, en gros, je dis sans mes grands-parents, à cette heure-ci tu serais allemand. Et Lionel, on qui répétait cette phrase, mais on qui comprenait pas. Comme ça, tu serais allemand. Mais tu vois, à cette époque-là, je trouvais qu'on écrivait quand même bien. Ouais, mais parce que c'était une période, ça m'a marqué. mais parce que c'était une période du rap différente, je trouve. Tu vois, où il fallait quand même très bien écrire, contrairement à maintenant où je trouve que les gens, oui, je sais, tu vas commencer à me dire, il faut toujours bien écrire, etc. Mais je trouve qu'à l'époque, pour l'âge qu'on avait, je trouve qu'on écrivait bien. Ouais, de ouf, moi quand j'ai réécouté ce morceau-là, ça m'a fait. Tu l'as encore? Je l'ai. Tu veux m'envoyer? Tu veux mettre un petit extrait? Non. Abuse pas. Si, pourquoi pas? C'est comment tu me présentes le média à qui on parle? C'est à Baptiste, c'est ça? C'est Baptiste qui est là-bas. Là, on est avec Baptiste. Bon, il est à côté, il est en train de nous écouter. Voilà, c'est Média la DA. C'est pour la DA. C'est pour la DA. Marom, c'est ça? Ouais, Marom. Pur produit de Marom. Ouais, j'ai pris Pur produit de Marom. Mais c'est incroyable quand même qu'à Marom, il y ait autant de talent. En vrai. C'est un vivier de talent. C'est un vivier de talent. C'est un vivier de talent. Je sais pas ce qu'il y a dans l'équipe, mais je sais pas, c'est un truc de fou. Vraiment, tu vois, genre, dans tous les arts, etc. Qui est-ce qui est d'accord, il y a beaucoup de talent, mais quel talent a éclos encore pour l'instant? Vraiment. Riles. Il a fait une belle fois. Non mais il faut aller au bout, tu vas se dire. Où tu vas en venir? Non, je pense que t'as raison, il y a beaucoup de talent, mais tu vois, de la même manière que je pense qu'il y a beaucoup de talent à plein d'endroits, et il y a ceux qui prouvent, tu vois. Non, pas partout. À Mont-Saint-Aignan par exemple. C'est un talent. Non, il n'y a que toi. Bah non, Tony Parker. Ouais, tu t'attendais pas à ce que je la sorte là. Tony Parker, c'est vrai que Tony Parker vient de chez lui. SO Riles, parce qu'ils sont chez Riles. Et le fait d'avoir créé un lieu comme celui-ci et de le laisser, parmi les gens généreux, Riles fait partie des plus généreux. Et le fait de laisser ce lieu-là, que tout le monde puisse y venir, tu vois, les gens ils viennent, il n'y a pas de délire, ils font de la musique, ils font leur truc et tout. Bah c'est vrai que du coup ça met un cadre, ça donne un... C'est une opportunité de ouf pour les gens d'ici. Je vais te présenter un peu les locaux. Isaac, mon DJ, mon fiston, celui que j'ai vu grandir dans un crack de fou. Comme je t'ai dit tout à l'heure, il n'y a que des cracks ici. Et Isaac il fait partie vraiment de la nouvelle génération de mélomanes trop chauds. On a fait d'ailleurs un son ensemble, allez l'écouter, yé. Voilà, il s'est approprié mon son, en vrai, on peut le dire. En vrai, t'es arrivé, tu m'as lavé, après t'as dit bon c'est mon son, crack de fou, et j'espère qu'on fera encore d'autres sons ensemble. Et même, tu sais quoi, même j'y pensais tout ça, Bélec un jour, on fera un projet commun. Peut-être de 2-3 sons, tu vois, genre Histoire 2, etc. Voilà, tu vois, genre... Si un jour il le fait pas, mais Isaac, si tu veux, présente-toi, raconte, fais ta promo, je sais pas, qu'est-ce qui arrive Qui c'est? Non mais... C'est quoi les prochaines tracks là, mon frérot? La prochaine track, Snake. Ok. Et voilà. C'est celle que tu as mise, en plus tu l'as mise en story. J'ai mis en story. Ok, très intéressant. Ça fera 24 heures, personne ne va voir en même temps. Donc voilà, Isaac G. Voilà. Mon gars, bah, je te présente Terence, on va dire le cerveau du label, qui m'a énormément aidé dans ma progression, que ce soit musicale ou artistique. Un ami d'enfance, important, parce qu'on se connaît depuis, on a peut-être 4 ans, 5 ans, on était à la maternelle ensemble, même primaire un petit peu jusqu'à ce que tu déménages. Et franchement, un frérot en qui j'ai confiance, tu sais, il n'y a pas 10 000 personnes en qui j'ai confiance, mais lui, sa parole, elle a toujours de l'impact, etc. On a fait aussi... parfois on a nous... Oui, c'est pas d'accord. On a parfois même, on a eu même une période très souvent des désaccords, mais on trouve toujours un moyen de rebondir. Et voilà, bah, j'en parlais tout à l'heure dans l'interview. Voilà, l'anti-tournée, voilà, c'est venu de notre conversation. Le cheval dans mon quartier, c'est venu d'une conversation entre nous. Donc en vrai, on est des cerveaux, quand on parle ensemble, etc., on trouve toujours des bons concepts. Et c'est important de travailler avec des personnes comme ça en tout cas.
En plus, tu as de la chance. Là, pour la première fois, après 3 ans, 4 ans, on a une climatisation. Mais bon, attends, là, je te montre. C'est un peu le buzz. C'est en fait, Tiff, il est en mode séminaire, donc ça veut dire que quand on est en mode séminaire, on est en mode dans le bunker. T'as capté? Mais là, on a une climatisation, c'est incroyable. Franchement, après 4 ans de souffrance, j'ai fait des séminaires ici, sous 35 degrés. On suait, on était torse nu, les gouttes, trucs, et j'enregistrais. Je devais créer en même temps, mais bref. Des longues histoires, je pourrais te faire un film tellement c'est incroyable. Pour terminer l'interview tranquillement, on a pu voir donc ton entourage pendant toute cette partie-là. Exactement. Il y a eu un petit peu le résultat de cette connexion, c'était l'album Family Business aussi. Yes, c'est un petit peu un résultat un petit peu de cette ouais, de ouf. On avait capté que chacun avait ses forces, son talent en termes de production, même en chant, en rap, en tout. Et voilà, sur un coup de tête, on va dire ça, on s'est dit que voilà, en été, il serait bien de faire un petit séminaire d'1 semaine pour créer et voir. Tu sais, de base, c'était pas un projet, on s'est dit, ouais, on va faire un projet qui s'appelle Family Business, etc. Tu vois. Mais c'était gamin. Pardon. C'est des gamins. Carlo, voilà, toi, carton jaune. C'est des gamins. T'es dans l'histoire, pardon. Moi, je me rappelle, marrant, j'ai Covid en fait. Tu vois, la première semaine, dès le premier... Non, même pas, je crois ils sont partis le lundi. Le dimanche, j'apprends que j'ai le Covid. Mais tu vois, c'est le Covid de 2021. Ça veut dire que c'est le Covid qui fait peur. Les gars, ils commencent, lundi, mardi, et ils m'envoient des petits trucs, etc., machin. Je bosse un peu de chez moi. Et à un moment, je craque, tu vois. Je dis non, les mecs, vous n'allez pas faire ce projet sans moi, tu vois. Parce que je sentais que dans la boucle, j'étais pas dedans vraiment, tu vois. Ils voulaient faire leur maximum, mais c'était pas suffisant et tout. Donc du coup, je suis arrivé un matin. Je les ai prévenus en 2 je leur ai dit j'arrive. Et j'ai enregistré la plupart des tracks, je les ai enregistrés dehors. Ah ouais? Ouais, ils m'ont mis à l'extérieur, tel un chien. Et t'as fait les tracks? Et j'ai enregistré Guérilla, le son Click. J'ai fait Click, mon couplet de Click et tout ça, je l'ai fait dehors. Okay. Genre, après, par la suite, on a essayé de les réenregistrer, etc. Mais je voulais être dans au moins quelques sons, etc. Et tout ça, ça s'est fait en 1 voire 2 jours, je crois. Il y avait un autre couplet que j'avais et je l'ai enregistré plus tard. Mais voilà, ça s'est fait comme ça. C'était une très belle expérience, tu vois. Genre, parce que à refaire évidemment. Et c'était important, tu sais, c'est toujours important de montrer qu'on est ensemble. Tu sais, parce que nous, on le sait qu'on est ensemble. Mais il faut le montrer aussi. Mais il faut le montrer. Ouais. Et vous êtes fiers de là où vous venez. Exactement, tu vois. Ce projet-là, vraiment, tu vois, family business. Tu vois, parce que c'est aussi pour dire que, voilà, on a commencé tout en bas. On est une famille. Mais vous allez voir, au fur et à mesure du temps, vous allez comprendre. Exactement. Et en espérant que d'ici 1 ou 2 ans, on sorte en family business 2, tu vois. Et ben voilà, vous l'avez entendu ici en premier. Ouais, carrément. Merci beaucoup, Léon. Merci à toi. Accordé cette interview incroyable. Merci à toi, vraiment. Merci de nous avoir ouvert les portes de la ville. Exactement. Mais bon, en vrai, tu les connaissais déjà. Exactement. T'es ici, t'es aussi d'ici, donc ça fait vraiment plaisir. Voilà, merci à tous. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, je vous donne rendez-vous dès le mois prochain pour la prochaine vidéo. Ciao. Ciao. Gars. Carré, merci beaucoup. Non, en tout cas, merci à toi. Cœur en mauvais état me rend plus véritable. J'attends la marée basse pour voir les vrais visages. Penser argent, c'est tous les jours. Le checks me manque après 2 jours. Le bonheur qui nous joue des tours. Chaque soir, je prends de l'âge. J'approche de l'au-delà. Le bateau va et vient et je m'éloigne du rivage.